Maintenant, comprendre l'origine de l'univers, c'est quoi? C'est comprendre comment l'absence de toute chose, disons le néant, est devenue une première chose. Parce que si vous dites qu'à l'origine de l'univers, il y avait ceci ou cela, soit cette chose que vous mettez à l'origine est elle-même l'effet d'une cause qui l'a précédée, et dans ce cas-là, elle n'est pas l'origine, soit elle a toujours été là, et à ce moment-là, c'est l'univers qui n'a pas d'origine. D'accord? Donc penser l'origine de l'univers, c'est penser la transition entre le non-être et l'être. Penser l'origine de l'univers, c'est penser l'absence d'univers. Ça, ce n'est pas un exercice facile. Il n'est d'ailleurs même pas dit qu'on pourra résoudre un jour cette sorte d'aporie logique qui advient dès qu'on pose la question en prenant le mot origine dans un sens vraiment radical. Alors pourquoi j'ai parlé du Big Bang? C'est parce que dans les années 50, les gens commençaient à faire de la cosmologie scientifique, c'est-à-dire la relativité générale d'Einstein permet de considérer l'univers comme un authentique objet physique, pour la première fois, c'est-à-dire que l'univers devient un objet physique, grâce aux équations d'Einstein, c'est-à-dire qu'il a des propriétés globales, comme la courbure généralisée de l'espace-temps, qui ne sont pas réductibles à des propriétés locales. L'univers devient un objet, on se rend compte qu'il a une histoire, et quand on prend les équations d'Einstein, on tient compte du fait qu'il y a une expansion des galaxies, que les galaxies, plutôt que l'espace qui sépare les galaxies se dilate, ce qu'on appelle l'expansion de l'univers, quand on passe le film à l'envers avec les équations d'Einstein, on voit que plus on va loin dans le passé, plus les dimensions de l'univers observable diminuent, plus la température augmente, et plus la densité de matière augmente. Et quand on extrapole le plus loin possible, on tombe sur un univers de taille nulle, ce qu'on appelle une singularité, à laquelle on associe une température infinie, une densité infinie et un volume nul. Et c'est ce truc-là qu'on a appelé le Big Bang. Comme si c'était l'explosion originelle qui a créé tout ce qui existe, l'énergie, la matière, le temps, l'espace, etc. Et comme nous sommes dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a une origine, il y a eu évidemment un amalgame entre le Fiat Lux et le Big Bang. Et le Big Bang est devenu une zone de concurrence entre la science et la religion, avec un épisode fameux qui est le dialogue entre Jean-Paul II et Stephen Hawking au Vatican en 92. 92, c'est une époque où les deux pouvaient encore parler. Et la discussion, la discussion s'est terminée par cet échange. Jean-Paul II dit à Hawking, monsieur l'astrophysicien, nous sommes bien d'accord. Ce qui est après le Big Bang, c'est pour vous. Ce qui est avant, c'est pour nous. C'est une espèce de répartition des rôles un peu naïve. Voilà. Et on associe au Big Bang un instant zéro. On continue à le faire aujourd'hui, médiatiquement. Alors qu'entre 1950 et aujourd'hui, la cosmologie a changé. Pourquoi elle a changé? Parce que la cosmologie des années 50, qui est basée sur les équations d'Einstein de la gravitation, fait comme si dans l'univers, il n'y avait qu'une seule force, qui est la gravitation. Or, il y a d'autres forces, je vous les ai dit. Ces autres forces ne sont pas décrites par les équations d'Einstein. Et donc, vous pouvez toujours faire des calculs, ils seront mathématiquement justes et vous mèneront à la singularité, mais ils seront physiquement faux, puisqu'ils ne décrivent pas les expériences que vivent les particules lorsqu'elles sont à trop haute énergie. Et on peut très bien voir le moment en deçà duquel les équations d'Einstein deviennent physiquement fausses. C'est le moment en deçà duquel, dans l'histoire de l'univers, les phénomènes quantiques sont très importants. Et ce moment, on l'appelle le mur de Planck. Le mur de Planck, c'est un épisode qu'a traversé l'univers, lorsque l'énergie moyenne des particules était égale à l'énergie cinétique d'un TGV en circulation. Donc nous, on fait des collisions où les particules ont l'énergie d'un moustique. Le mur de Planck, c'est quand elles avaient l'énergie d'un TGV. Vous voyez qu'il nous manque des ordres de grandeur pour pouvoir explorer expérimentalement le moment qu'on appelle le mur de Planck de ce qui est expérimentalement testable en laboratoire. Et le mur de Planck, on essaie de le franchir par la théorie, et je vais terminer là-dessus, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer comment on le fait. J'ai écrit un bouquin là-dessus pour ceux que ça intéresse. Le point intéressant, c'est que quelle que soit la piste théorique que vous utilisez pour franchir le mur de Planck, la théorie des cordes, la gravité quantique à boucle, les théories de vide quantique, les univers parallèles, les multivers, la cosmologie branaire, peu importe. Quelle que soit la piste théorique que vous suivez, et personne ne sait aujourd'hui laquelle est la bonne, hein,
Mais ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit la piste que vous suivez pour unifier la physique quantique et la gravitation, quand vous appliquez votre théorie à l'univers primordial d'avant le mur de Planck, la singularité initiale disparaît. Elle disparaît, non pas qu'elle soit volatilisée, mais en tout cas elle est déplacée. Par exemple, en théorie des cordes, on peut prédire que la température dans l'univers est nécessairement finie. Ça veut dire qu'en tout point de son espace et à tout instant de son histoire, la température dans l'univers n'a pas pu être infinie. Il suffit que je dise ça pour que la singularité d'avant disparaisse. Autrement dit, aujourd'hui, premièrement, nous n'avons pas la preuve scientifique que l'univers a une origine, quand je prends le mot origine dans son sens radical que je rappelais tout à l'heure, et deuxièmement, nous n'avons pas non plus la preuve scientifique qu'il n'en a pas eu. Donc la question de l'origine est une question ouverte qui est constamment présentée comme fermée, comme s'il était évident que l'univers a une origine. Il se pourrait tout à fait qu'il y ait toujours eu quelque chose.